C'est un des journalistes légendaires. Il nous a animés pendant des années et des années. C'est une des personnalités de médias les plus éminentes. Jabo Jamari. Bienvenue à l'émission Jabo Jamari. Bienvenue, merci, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. C'était un grand plaisir et un grand honneur d'être avec toi aujourd'hui dans notre émission. Parce que tu as été toujours mon idole, tu sais. Ouais, j'écoutais la radio pour écouter deux personnes en principal. Il y avait Jabo Jamari et il y avait Apollinaire Gaoungo. Et pendant toute ma jeunesse, tu nous as animés, tu nous as ouvert l'esprit, moi personnellement, avec tes émissions différentes. Quand est-ce que vous avez commencé le métier de journaliste? Il y a très longtemps. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que je traîne le journalisme sur mon dos. Il y a vraiment très longtemps, il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Et comment est-ce que vous avez décidé d'être journaliste? Non, c'était par un simple concours. Hein. On avait fait un appel à candidature. Les candidats qui voulaient passer des concours pour être journaliste, pour entrer dans le monde des médias. Et je me rappelle que le premier concours, c'était en anglais. Ouais. Tout ça pour te dire que j'ai foncé comme ça. C'était en anglais. Et puis ils ont pu retenir trois candidats. J'étais le cinquième, mais je n'ai pas pu. Et puis, comme ça, 2 mois plus tard, ils voulaient aussi des journalistes, des animateurs, des producteurs à la radio. Et cette fois-là, c'était en français. C'est comme ça que je suis allé faire ce test qui essayait de tester le niveau de productivité des gens et de tester le niveau de présentation. Et j'ai été retenu. On était à, je crois, une vingtaine. On n'a retenu que 3, dont moi-même. Et c'était parti. C'était comme ça. Et je suis tombé dedans, comme Obélix. Et voilà. Jusqu'aujourd'hui, j'exerce toujours le métier de journaliste. Ouais, le test était donné par la radio burundaise ou... C'était un test, non, c'était pas par la radio, c'était un test qui venait de Paris, organisé par Radio France Internationale, via l'ambassade de France à Bujumbura, puisque même les enveloppes étaient scellées. Donc, c'était ça le test, c'était organisé par RFI. Ouais, après le test, après que tu aies réussi au test, qu'est-ce qui a suivi Bon, c'est-à-dire qu'il y avait 2 sortes de tests. Il y avait un test justement où il pouvait mesurer la capacité de production de quelqu'un. C'est le premier test qui était d'ailleurs coté sur beaucoup de points, c'était sur 60. Et si je te dis que si je te parle de ce genre de test, peut-être ça va t'amuser. C'était quel genre? C'était un test. En fait, ils ont amené des paquets scellés en provenance de Paris, comme je te le disais. Et à notre grande surprise, chaque enveloppe contenait, on voyait que c'était des feuilles où il y avait des caricatures, c'était en noir blanc. Et simplement la question était de nous dire, reconstituer l'histoire. Et curieusement, c'était une bande dessinée.
Et malgré nos préparations intenses, nos concentrations intenses, on s'est retrouvé avec une enveloppe où il y avait des papiers A4 avec des caricatures en noir-blanc. C'était une bande dessinée. Sans dialogue. Sans dialogue. Donc, on me demandait maintenant de reconstituer le test. En fait, ils voulaient tester la capacité de la personne, la rapidité aussi, puisque réflexion. oui, puisque c'était pas nécessaire que tu finisses ce test, c'était chronométré. Alors j'ai parcouru ces feuilles, j'ai regardé. Heureusement pour moi, j'ai détecté que c'était une bande dessinée. Maintenant, l'autre épreuve, c'était de savoir c'est quelle bande dessinée. Et Je suis déjà curieux. on faisait la course avec la montre. Je pense à Tintin déjà. Effectivement, quand j'ai regardé les images sur 3 ou 4 feuillets, c'était Tintin au Congo. Ouais. C'était Tintin au Congo que j'avais déjà lu parce que je suis fan, même aujourd'hui à mon âge, Comme moi. je suis fan des BD. Comme moi. Alors j'ai commencé à reconstituer l'histoire dans mes propres phrases, et c'est ce qu'il voulait, et en faisant vite bien sûr. Et je crois que au bout de 25 minutes, j'attaquais déjà peut-être la 10e page. Ouais. Et c'est comme ça, quand l'heure a sonné, j'étais à la 22e page, et ils ont ramassé les feuilles. Ça ne t'étonnerait pas s'il y a certains de ces amis qui étaient avec moi dans ce test, qui n'ont fait qu'écrire leur nom, la date, et la feuille était vierge parce que ils avaient beaucoup lu d'autres ouvrages, mais sans avoir cet amour de la BD. Ouais. Et c'était ça le test de productivité. Ouais. C'était coté sur 60. Bon, la deuxième partie de ce test, c'était maintenant au studio. C'était au studio où on devait tester la voix, le débit, comment on se tient devant un micro, ouais. la spontanéité, parce qu'il y avait une interview de 15 minutes. Ouais, la confiance en soi. Oui, et il y avait bien sûr une lecture d'un papier que tu as rédigé toi-même, que tu devais présenter. Et c'était comme ça. Ouais. Bon, j'ai gagné le test. Je ne voudrais pas vous dire combien sur 100, mais toujours est-il qu'on a été retenu à 2. À 2. Et c'était parti comme ça. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh, j'étais trop jeune. J'étais trop jeune à cette époque-là. J'avais, je crois, 23 ans. 23 ans. 23 ans. Tu as commencé tôt, hein? Très tôt, parce que j'ai continué dans ce métier de temps en temps avec certains stops qui étaient dus à la continuité de ma formation professionnelle. Et voilà, Ouais. je suis là. D'accord, d'accord. Alors, tu as gagné le test, tu es embauché, tu te retrouves maintenant à la radio. Je me retrouve à la radio. J'étais un des plus jeunes producteurs là-bas. Et je me fais aider par les anciens qui me montrent les b.a.-ba du métier, les embûches, les problèmes qu'on rencontre souvent. Et je me suis habitué comme ça. Qui parmi ces gens t'ont guidé ou... Bon, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup à cette époque-là. Je pense à celui qui m'a beaucoup formé, qui était d'ailleurs mon directeur, qui s'appelait Antoine Damikevio. Antoine Damikevio. Oui, il y avait d'autres grands journalistes comme Clément Robert Otendeli.
qui était mon mentor et qui me montrait comment on rédige en papier, par où on commence, comment on présente, et bien d'autres. Il y en avait plusieurs quand même. La plupart d'entre eux ne sont plus de ce monde. Voilà. Donc tu as commencé comme producteur, pas présentateur. J'ai commencé comme producteur. Oui. Alors quand vous faites de la production, généralement, ce qui se passe ailleurs, soit tu es producteur, tu produis des émissions, tu produis des magazines, soit tu es présentateur, tu es un animateur de radio où tu présentes le journal, soit tu fais autre chose. Mais cela étant, dans nos pays, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des pays africains, on mélange tout. Faute de quoi? Faute du personnel, faute Les skills. des professionnels aussi. Ouais. On mélange tout. Et chaque fois qu'on se retrouve même avec les autres, dans plusieurs formations, ça les étonne que tu puisses faire tout. Puisqu'ailleurs, il y a quelqu'un qui rédige le journal. Et il y a un autre qui le présente. Mais chez nous, on fait les deux. Ouais. Si vous allez côté production, tu produis une émission, normalement, cette production devait être animée par un autre. Mais souvent, tu produis et Tu présentes en même temps où tu animes. Oui, c'est fatigant, mais ça forme. Ouais. Alors, de façon que, à un moment donné, tu es capable de tout faire. Si tu me dis de présenter le journal, de préparer le journal de 13h ou de 20h, je peux le faire. Et même le présenter. Si tu me dis d'animer une émission, très bien, une animation libre, je peux le faire. Si tu me dis de produire, et que je te donne un magazine pour que tu puisses le présenter, je peux le faire. À force de trimer comme ça, de faire le tout, tu te retrouves à être très bien formé et tu es capable maintenant de pouvoir t'ingérer dans d'autres fourchettes du paysage médiatique. Je peux réaliser une émission, je peux le présenter, je peux la produire par exemple. Voilà, c'est ça les b.a.-ba du métier. Vous êtes très peu nombreux. On vous demande de faire beaucoup de choses. Ça vous fatigue, mais ça vous forme. Ouais, je vois. Moi, je vous ai connu pour la première fois, vous animiez Radio Vacances. C'était votre première émission comme animateur? Non. Radio Vacances, je l'ai trouvé là. Ouais. Radio Vacances, c'était une émission qui avait été produite par Antoine Tamikevio en duo avec un autre qui s'appelait Italo Caroli. Et c'était une émission perpétuelle. C'était une émission qui restait là. Les générations passaient, mais l'émission restait là. Alors je suis arrivé là, mon directeur Antoine m'a proposé de pouvoir présenter cette émission. On a commencé avec lui, avec d'autres, et finalement ils ont lâché un peu. Et j'ai pris le volant seul, de temps en temps avec les autres. Mais Radio Vacances, c'était une émission qui était là. Même avant toi? Même avant moi. Les générations passées, mais c'était une émission, je dirais, c'était le baobab de la chaîne. C'était une émission qui était arrivée à ce que, même au niveau du vote du budget de l'État, il avait un budget à part. Pour cette émission? Pour cette émission, parce que c'est comme l'autre émission interscolaire, il avait aussi un budget à part. Parce que c'était une émission qui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, mais qui était une émission phare. C'était une émission phare de la radio de la deuxième chaîne.
ainsi que même interscolaires, qui, au fil des jours, au fil des mois, ont récolté ce qu'on avait sémé. On avait des enfants baraqués dans la tête, qui se documentaient tous les jours pour être les premiers, pour avoir des billets d'aller à Bruxelles, d'aller à Dakar, parce qu'il y avait des prix énormes et des prix très intéressants. Voilà, c'est comme ça que cette émission a su gagner l'amour, l'attention du public. Et ce sont des émissions qui vraiment ont fait monter l'audimat de la radio du Burundi. Ouais. Alors, c'était quoi votre première émission? Ma En propre tant qu'animateur? première émission, c'était une émission qui s'appelait Mardi Rétro. Mardi Rétro, c'est une émission où, vous savez, quand vous avez fait le week-end, le lundi, vous êtes un peu fatigué. Le mardi, vous n'avez toujours pas récupéré, peut-être. Alors, c'était une émission qui était reposante, comme son nom l'indique. Mardi Rétro, c'est une émission qui se basait sur les vieilles rengaines, les chansons qui gratouillent, ainsi que leurs histoires. Voilà, c'était ça ma première émission. Ouais. Et à ce moment-là, comment est-ce que vous procuriez des disques Mais à l'époque, à cette époque que je te parle, il n'y avait même pas de YouTube, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis, vous aviez une discothèque énorme. Il n'y avait rien. Énorme. On travaillait sur les vinyles, les disques, les platines, les 33 tours, les 45 tours, ainsi que sur des bandes magnétiques. Mais dans le cadre de la coopération, on était fourni par Radio France Internationale et qui nous envoyait des disques sur bande, sur vinyle. Et à ce moment-là maintenant, il t'appartient à toi de pouvoir exploiter ces disques, ou ce qui est sur ces disques, ce sont ces chansons-là qu'il fallait exploiter. Comment les exploiter? Il fallait tout simplement te documenter à fond. Aujourd'hui, tu vois, tout est soft. Ouais. Mais à cette époque-là, il fallait une documentation assez lourde, assez profonde, pour pouvoir donner à vos auditeurs ce qui est comestible. Vous lisiez beaucoup à ce moment? Je lis, même aujourd'hui, je lis beaucoup. Ouais. Mais à ce moment-là, justement, je me documentais beaucoup. J'avais des abonnements un peu partout. Des fois, il y avait même des documentations qui provenaient de l'Europe, dans les différentes stations de radio, que ce soit la RFI ou la Deutsche Welle. Et on essayait de se documenter comme ça, de pouvoir donner quelque chose de consistant à l'auditeur. Ouais. À ce moment-là, quels sont les chanteurs qui étaient en vogue, que ce soit en Europe, Amérique, Ouais, écoute, Afrique? ce que je te dirais, quand vous me dites à ce moment-là, je me demande quel moment. Parce que Moment du rétro, donc, au départ. Au départ, attends, c'était qu'est-ce qui était en vogue à cette époque-là? À cette époque-là, naissait maintenant le disco qui était arrivé dans les années 1978. Il y avait le disco. Donc quand on parle de disco, à ce moment-là, on va parler de Donna Summer. Madonna. Madonna un peu plus tard. Hein? Plus tard. Madonna un peu plus tard. On va parler de Donna Summer. On va parler de Diana Ross. On va parler de Boney M. C'était ça les grandes équipes qui étaient en vogue. Bien sûr qu'il y en a d'autres que je ne peux pas citer ici. Mais voilà, il y avait le disco qui était en vogue, qui sera d'ailleurs
très vite rattrapé par le rhythm and blues, où on retrouve Diana Ross, Michael Jackson qui arrive, mais Wonder, qui était là. Quand qui était là avec les Five. Avec les The Jackson 5. Yeah. Il était là, avec les Jackson 5, toute la famille, quoi. Hein? Mais cette fois-là, il revient maintenant seul, en solo. Bon, il y avait les Stevie Wonder, il y avait les Commodores, Kool and the Gang, etc. Je vois. C'est comme ça que c'est arrivé. Après les Commodores, maintenant viendra Lionel Richie qui quitte les Commodores. Et puis, il y aura d'autres artistes maintenant qui vont se détacher. Mais à l'époque, il y a aussi ABBA qui fait trop de bruit, qui contourne Donna Summer. Et donc la scène était parfaite. Les Bee Gees aussi? Les Bee Gees, oui. Les Bee Gees qui arrivent aussi à cette époque-là, avec la fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever. Ils arrivent, donc je suis un jeune animateur-producteur, et viendra maintenant dans les Bee Gees avec la fièvre du samedi soir, où on retrouve Travolta, aujourd'hui qui est un grand acteur de cinéma. John Travolta. John qui à cette époque aussi est le danseur des Bee Gees, de cette fameuse chanson, La fièvre du samedi soir, avec Olivia Newton-John. Donc voilà, en général, à cette époque-là, ou à ce moment-là, comme tu l'as dit, ce qui était au top. Pour l'Afrique, il y avait le Gabonais, Pierre Claver Akindengwe, la RDC, c'est tout le monde. Franco. C'est la rumba, c'est Franco, c'est d'autres, Docteur Nico, il y a Pascal Nyokalonga, Madilu System, etc. Ouais. Donc, les Docteur Nico s'en vont, puis arrivent les Franco, les Madilu System, les Taboulé qui est toujours là, qui était là depuis longtemps et qui était là aussi. Ray Lama. Voilà, Ray Lama, et puis du côté de... Pangolov. Voilà. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, à cette époque-là, il y avait Kanté Manfila, il y avait Mori Kanté et bien d'autres. Et la musique régionale, locale ou plutôt nationale, surtout quand vous étiez au Burundi, c'est ça? La musique qui était... Il y avait pour la musique nationale moderne, il y avait l'orchestre national qui était géré par... Nikidev? Non, qui était géré par le ministère de la Agriculture. Jeunesse, de la culture. Oui, où on retrouvait les Kirundo Gérard, on retrouvait d'autres, Georges, Mpenzi, Baby John, et bien d'autres. Voilà. Alors, à cette époque, je crois que la radio aussi avait été chercher un orchestre qui appartenait à la radio, qui était à Mabano. C'était des bons artistes, dont Nikidev, Africa Nova. Tanjo Amissi était avant à l'Orchestre National. Ouais. Après, il est revenu à rejoindre l'Orchestre Amabano. Amabano qui était au départ, à leur arrivée, il s'appelait les Explorers. C'était des artistes, la majorité vivait au Kenya, à Nairobi. Et c'est à cette époque-là, celui qui était directeur général, Athanase Karayenga, a été les chercher au Kenya. La plupart d'entre eux étaient en exil. Alors on a dû les ramener pour former cet orchestre de la radio, pour pouvoir rivaliser avec l'orchestre national. Ils sont arrivés, ils ont fait même
un grand concert à l'époque, c'était le Collège du Saint-Esprit. Il y avait Nicky Dave, il y avait Africa Nova, il y avait Tula Walupini. Tamfom. Tamfom, c'est après, mais il y avait après. d'autres Kenyans, comme le batteur, je ne me rappelle plus son nom. Jacques Dutronc. Le bassiste, c'était John Kagenda. Le batteur, c'était, je ne me rappelle plus. Dutronc était encore à l'Orchestre national. C'est quand ces Kenyans vont partir que Amabano va recruter dans le national. Parce que le flou étant, parce que la radio avait un budget spécial, ils ont quitté l'administration centrale pour venir rejoindre l'orchestre Amabano. Et voilà, disons qu'à cette époque, c'était les deux grands orchestres qui étaient là. Sinon, il y avait d'autres orchestres. Il y a d'autres qui sont venus après. Comme Narangwariva, où on retrouvait Christophe Matata. Il y avait d'autres petits orchestres comme ça. Boneza qui est venu après. Des orchestres qui étaient en chantier comme ça. Mais qui eux aussi, au fil des jours, au fil des mois et des années, sont devenus des grands artistes. C'est ça en général pour la musique moderne burundaise. Ok. Donc, vous avez commencé avec Rétro et ça a duré combien d'années l'émission? Beaucoup. Je suis toujours gardé mes émissions. Après Mardi Rétro, j'ai créé un autre qui s'appelait le disque de l'auditeur. Il y avait des dédicaces par téléphone qui passaient les dimanches après-midi à 14h. J'aimais bien pouvoir apporter du moi-même à des auditeurs pendant le week-end. Si vous voyez, la plupart de mes émissions tournaient autour de vendredi, samedi, dimanche, ou alors mardi. Ça m'apportait du réconfort et je me disais que je donnais aussi à ceux qui m'écoutent un peu plus de réconfort. Donc il y a eu cette émission Disque de l'auditeur, comme il y avait Mardi Rétro. C'était toujours la même musique? Non, Disque de l'auditeur, c'était demandé. C'était demandé. Oui, c'était dédicace. Vous téléphonez, vous demandez ce que vous voulez. Vous pouvez demander la rumba, vous pouvez demander la salsa, n'importe. C'est ce qui est devenu plus tard Disque à la carte? Non, Disque à la carte, c'était avec les cartes postales. Et c'est une dame qui s'appelait Goretti. Goretti, c'est là de l'orchestre Amabano? Non, celle-là, elle était chanteuse. L'autre, c'est Madame Goretti Kabwa, qui présentait cette émission Disque à la carte. Et Disque de l'auditeur, c'était par téléphone, c'était spontané. Téléphone, tu demandes ta chanson, tu l'as, tu dédicaces, et puis un autre, et puis une autre, et puis un autre, et puis une autre, et comme ça. Après, alors, il y aura d'autres émissions qu'on présentait, mais qui étaient des productions de la deuxième chaîne. C'est des émissions comme Réveil en musique, qui passaient tous les matins. Là, j'aimais bien animer le réveil en musique du lundi. Mais c'est avant le lundi, Réveil d'Apollinaire Garongo. Oui, c'était avant. Mais c'était Réveil en musique. Alors, quand Apollinaire est arrivé, il a fait lundi Réveil. Mais à partir de mardi jusqu'à vendredi, ça a continué comme Réveil en musique. Donc, c'était son label, quoi. Sinon, on faisait des rotations. Moi, je pouvais l'animer pendant une semaine. Antoine Batumugwira pendant une semaine. Jean-Paul Rutagarama pendant une semaine. Tout dépendait. Et il y avait l'autre Deon Shimirimana. Il était à la technique. Il était à la technique. Il faisait pas l'émission. Non. Oh, il était à la technique. Il était à la technique. Oui. Greetings by Radio, c'était par Apollinaire aussi. Oui. Donc, on faisait la rotation sur cette émission. Tout dépendait des productions qu'on avait le soir. Par exemple, si Jean-Paul Rutagarama avait une production, sa propre production, qui s'appelait Point de mire, qui passait les mardis soirs, donc il ne pouvait pas travailler le mardi matin. Il pouvait prendre un autre, là où le soir il n'a pas de production. Et
C'est comme ça qu'on faisait la rotation tous les matins pour Ouais. pouvoir meubler cette tranche horaire qui allait de 5 heures à 7 heures. C'est une tranche qui est très très difficile parce qu'il fallait être là à 3h30, 4 heures du matin et pour terminer à 7 heures. Voilà. Pourquoi te basais-tu beaucoup sur la musique? Parce que les deux émissions, déjà, c'est la musique. Mhm. Ouais. Non, il y avait les volets n'étaient pas les mêmes. Il y avait une musique qui était dédicacée, demandée. Il y avait une musique Sélectionné? sélectionnée, donc les vieilles rengaines, qui étaient des chansons qui gratouillent, qui avaient une étiquette à part. Vous voyez? Donc c'était différent. Ouais. C'était différent. Et quels étaient les défis que vous rencontriez dans le métier, dans le travail quotidien? Parce que tu vois, aujourd'hui, la technologie a avancé, tout devient de plus en plus facile. Et parlons des équipements, par exemple. C'était comment les équipements, ça vous permettait vraiment de faire le travail Oui, confortablement ou plus ou moins efficacement? oui, à cette époque-là, confortablement, bien sûr. Par rapport à aujourd'hui, je vois qu'on trimait beaucoup. Nous, on a travaillé à l'époque du Nagra. Maintenant, tout est à la machine. C'est le souris qui fait tout. Mais nous, on faisait le montage avec les ciseaux et le scotch. Alors, des fois, il est arrivé de faire le montage d'une interview et de couper peut-être l'essentiel de l'interview et de ne plus retrouver ce morceau de bande. Il fallait retourner chez la personne qui a été interviewée, Recommencer l'interview. t'excuser d'abord Ouais. et répéter la question pour qu'il te répète la réponse. Donc maintenant, Et même comment si vous faisiez le montage, tout ça? Donc tu as récupéré le morceau et tu dois l'insérer quelque tu dois le part. coller, hein, tu dois Tu le vas le coller. coller. Sur le Nagra, vous voyez, sur le Nagra, vous avez trois têtes. Il y a la tête d'effacement, la tête d'enregistrement et la tête de lecture. Tu vois? C'est comme sur magnétophone, quoi. Donc, tu dois jouer sur la tête de lecture pour essayer de comprendre si, par exemple, tu appelles Jean de Dieu, peut-être j'ai coupé Jean. Alors, quand tu te présentes, on dit je m'appelle de Dieu. Alors, il faut retrouver ce Jean-là. Ce genre, oui. Tu vois, donc c'était ça le défi. Et puis, une émission d'une heure, une production brute d'une heure, généralement, ça se monte pendant 8 heures pour avoir un bon produit fini prêt D'une à heure. diffuser. Ouais. Une émission d'une heure, tu peux la monter pendant 8 heures. Alors, vous imaginez s'il faut monter un discours de 2 heures, il faut commencer l'avant-veille. Il faut toute une journée. Ouais. 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 Et vu aussi le problème de personnel qui n'était pas vraiment assez nombreux, comme tu l'as mentionné, parce que on se retrouvait en train de faire un peu de tout, producteur, présentateur, animateur et tout ça. Ça ne faisait pas traîner les émissions, Non, il fallait parce qu'apparemment c'était toujours à temps. il fallait préparer en conséquence. Il fallait se préparer en conséquence. Si tu sais que tu dois animer le réveil en musique de mardi, de mercredi, de jeudi et de vendredi. Et si tu es là depuis 3h30 du matin, la station ouvre à 5h du matin, tu présentes l'émission. Quand tu as fini de présenter l'émission, quand tu as fini ta tranche horaire, quand c'est la section Swahili maintenant, Baboubatou et autres qui viennent vous relayer, vous êtes libre jusque demain. Ouais. Mais vous n'êtes pas Libre de partir, non. c'est libre du micro. Avant de rentrer, si tu es intelligent, si tu veux ne pas avoir le stress, préparer le réveil en musique du lendemain. Ouais, du lendemain. Ce qui fait qu'on rentrait se reposer autour de 10h, 11h, alors qu'on a fini à 7h du matin. Alors on allait se reposer à 10h, 11h. Mais quand vous revenez le matin, vous avez quand même un cœur qui est paisible, parce que vous avez préparé hier soir. Vous faites simplement des retouches. Ok. Vous étiez mieux payé? Vous étiez mieux payé? Oui,
Oui, on était mieux payé, on ne se lamentait pas, on était bien. Je t'ai dit que à cette époque, la radio et la télévision, même à son arrivée, ils avaient un statut spécial qui ne cadrait pas avec l'administration centrale. Nous, on avait 50% du salaire. Vous avez le salaire, le barème, hein, mais le statut de la radio, vous avez 50% de ton salaire qu'on ajoutait sur ton salaire. Qu'on ajoute Sur wow. ton salaire. Ouais. Et qu'il fallait garder jalousement, hein, parce que ça se coupait, hein, à une petite moindre erreur, on te retenait les 50% ou les 20%. Un petit retard ou une petite bourde au micro. C'était d'abord la seule radio, c'était une radio nationale, donc qui devait diffuser ou propager la politique de l'État. Donc il fallait faire très attention. Ouais, ouais, ouais. Et puis, vous êtes rentré comme Tourondais. Naturellement. Ouais. Parmi les premiers. Parmi les premiers. Et vous avez enchaîné le métier. Oui, j'ai enchaîné le métier. On est arrivé, quand on est arrivé, le pays était à genoux. Hein. Tout le monde était parti. Dans le monde des médias, la plupart étaient morts. D'autres avaient fui, donc il n'y avait rien. Bon, on a essayé de donner ce qu'on avait. Vous avez directement intégré l'Orinfor. Oui, j'étais à l'Orinfor, mais comme volontaire. Hein, parce que celui qui était à l'Orinfor, paix à son âme, c'était feu Emmanuel Rushingabigui, et qui était à cette époque-là très content de nous voir, et qui nous a dit que côté personnel, côté journaliste, il y avait vraiment un vide. Et dans tout ce qu'on faisait à gauche, à droite, on a pu quand même s'organiser pour présenter le journal du matin. Et dans notre vision, on se disait, si on présentait le journal à 3, il y avait Emmanuel, il y avait Clément Robert et moi-même, si on présentait le journal à 3, et qu'on le faisait pendant 3 mois, il y a moyen d'insérer un local qui viendra dans le trio. Et un de nous devra quitter, jusqu'à ce que le trio soit local, pour qu'il puisse former les autres. C'était ça notre idée. Et on présentait le journal tous les matins, et on l'a fait pendant, je crois, 5-6 mois. Et il y avait d'autres qui étaient des locaux, qui intégraient le groupe. En fin de compte, le groupe, le trio a été local, et nous sommes retournés là où on était, dans ce qu'on faisait. Et qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Non, à cette époque-là, j'étais dans la communication institutionnelle. Ouais. Vous êtes expert en communication aussi, hein, c'est ça? Vous avez travaillé dans ce domaine longtemps? Oui, j'étais dans la communication institutionnelle. Parce qu'à un certain moment, je crois que je vous ai vu dans une équipe de communication de la Minadef ou... Oui, des choses comme ça. Ouais, choses comme ça. Et puis, je vous ai retrouvé encore à la radio avec l'émission Ciel, Mon Dimanche. Et ça, j'ai aimé vraiment, trop beaucoup, parce que avec le rétro, je n'ai pas trop suivi vraiment, parce que je suivais la radio Vacances surtout. Et je dis, ça m'a ouvert l'esprit, parce que les questions là, je devais les gagner. Alors, il fallait que je me documente. J'avais toujours des encyclopédies pour être à la page, attendre que tu viens juste à la radio pour que je te réponde, tu vois. Maintenant, avec Ciel Mon Dimanche, c'était avec mes goûts musicaux que tu as vraiment élargi, voilà, d'une façon variée.
Et pourquoi ce nom ciel mon dimanche ça? Ciel, mon dimanche, c'est une exclamation. Comme on peut dire, bon Dieu. Ciel, c'est une exclamation. Ouais. Alors cette exclamation, c'est simplement, tu t'exclames parce que ton dimanche va passer. L'émission commençait à 22 heures. Tu vois? Comme l'émission commence à 22 heures et que à l'époque, il y avait des stations de radio qui fermaient à 23 heures. Donc si tu ratais l'émission, si tu ratais cette heure-là, c'était pour l'autre dimanche. Alors, tu imagines un auditeur ou une auditrice qui est à la maison, qui est dans sa voiture, qui peut-être sa voiture n'a pas de radio, et on est dimanche, il est 20h30 et il est loin de chez lui. La première exclamation qu'il va faire, c'est dire « Ciel, bon dimanche ». Mon dimanche est raté. Voilà. Ou bien si tu es en train de regarder autre chose ou d'écouter autre chose, tu dis « Ciel, bon dimanche ». Alors tu zappes. Tu zappes et tu vas me suivre. C'est pour cela que cette émission, je l'avais mis un peu plus, dans des heures un peu plus avancées, vers 22 heures, où on est en train de se demander si on doit dormir ou si on doit continuer à regarder la télé ou si on doit rentrer ou si on doit continuer un peu. Alors c'est à 22 heures généralement. Et ce qui est bien du médium comme la radio, c'est que cette radio, tu peux l'écouter en étant allongé sur ton lit. La télévision, tu ne peux pas soulever cette télévision pour aller encore garder les yeux ouverts dans ta chambre. Donc c'est ça les bienfaits du médium qu'est la radio. Alors souvent, j'avais même des témoignages ou des correspondances, des lettres, où la plupart des auditeurs ne terminaient pas cette émission. C'est-à-dire que si il est à l'écoute à 22 heures, aux environs de 22h30, 22h40, il est parti. Mais il est parti en beauté, quoi, dans son sommeil. Et il va dormir très bien ou alors faire des bons rêves, je ne sais pas. La semaine en forme, en pleine forme. Voilà. Ouais. Donc c'était une sorte d'une émission berceuse. Le dimanche, généralement, on est un peu accroché avec le lundi du lendemain. Donc autant dormir dans l'ordre. Ouais. Alors c'était une émission berceuse où vous devez réguler ta voix, ranger tes musiques, arranger ses commentaires pour ne pas brusquer à l'auditeur. Lui-même, il est dans un moment entre le sommeil et t'écouter. Ouais. Donc, s'il faut qu'il dorme, laisse-le dormir. Et s'il faut qu'il t'écoute, arrange-lui pour qu'il t'écoute dans l'ordre. Voilà pourquoi cette émission passait à 22 heures et pourquoi ça s'appelait Ciel mon dimanche. Ouais. Je comprends le sens parce que moi aussi quand j'ai raté ça, Eh bien voilà. Ouais, je te dis franchement, je sais comment non, j'ai raté mon dimanche. Oui, j'avais même aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent si je n'ai pas encore ces émissions. J'ai dit mais apporte un flash, disque. Moi j'ai toutes mes émissions. Tu les as toujours? Bon, écoute, la plupart des émissions, pas les plus anciennes comme les mardis rétro, mais Ciel mon dimanche. J'ai une autre émission que je présentais qui s'appelait En toute intimité. C'est laquelle celle-là? Je ne l'ai pas. C'est une émission, c'est du genre celle que tu es en train de faire maintenant. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu ton ami Epa. Ouais. Parce que je l'ai invité une fois, ouais, en toute intimité. Ouais. En toute intimité, c'est-à-dire que
quelqu'un vient, Il s'ouvre. il te raconte sa vie, quoi. Ouais. Depuis l'enfance, sa famille, son métier, ses hobbies, ses préférences, ses défauts, ses qualités. Ouais. Et ça s'appelle En toute intimité. En toute intimité. Je ne sais pas pourquoi j'ai raté ça. Ça se passait à quelle heure? En toute intimité, ça passait aussi, je crois, le samedi soir ou le dimanche aussi. Hein. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Ok. Ouais, ouais, c'est une émission où j'ai rencontré plusieurs personnalités. Parce qu'à cette époque-là, c'est pas vraiment vieux. Hein. C'est en 2013, 14, 15. C'est J'avais. récent ça? Oui, oui. 15? 15, oui. 15. J'avais un contrat avec la RPA à Bujumbura. Alexis Sinduidja. Oui, c'est un ami d'enfance, un collègue du métier. Et j'avais eu un contrat de consultance à la radio publique africaine, à RPA. On était avec d'autres comme Eric Manirakiza Ferdinand. Ferdinand Mourara, bien sûr, et bien d'autres. Hein. Alors, j'ai créé cette émission où j'ai rencontré les différentes personnalités, que ce soit des personnalités politiques, culturelles, des artistes, que ce soit des sportifs. J'ai fait beaucoup d'émissions avec Adolphe Rokenganya. J'ai fait des émissions avec Feu Bagaza, avec le président Nivanunganya, président Domitien. C'était genre Focus d'Innocent. Monrozi, tu te rappelles de Focus dans Oui, je me rappelle. Sauf que Focus était très politique. C'était politique, mais moi j'ai nagé partout. Ouais. J'ai nagé chez les politiques, j'ai nagé chez les sportifs, chez les artistes, les musiciens et tout le tralala. Ouais. Donc, comme j'ai nagé avec Epa, qui est aussi un peintre et sculpteur. Une légende aussi. Une légende aussi. Et c'est cette émission-là où je retrouvais aussi des baobas, des vieux. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont partis. Mais je me disais, comme ce vieux-là, il est vraiment âgé et qu'il en sait des choses, autant le garder et le conserver. Et la plupart d'entre eux sont morts, mais j'ai toujours leurs émissions. Tu les as aussi? Oui, je les ai. Ça, tu vas me les donner, c'est ça? Ouais, tu vas me les donner, je vais m'inspirer avec. Hein. Et puis des écrivains, des femmes légendes. Avons-nous vraiment beaucoup d'écrivains ici à cette époque, du moins? Parce qu'aujourd'hui, ils écrivent, commencent à écrire beaucoup. Mais la plupart, la plupart que j'ai pu interviewer, c'était des écrivains étrangers qui passaient soit par Bujumbura, soit par Kigali, et qui étaient de passage, ou d'autres qui venaient souvent pour la commémoration du génocide contre les Tutsis. Comme qui les plus connus des écrivains que tu as interviewés? Quels sont les écrivains parmi les plus connus que tu as interviewés? J'ai interviewé des écrivains comme Serge Farnel, comme Haddad, qui a eu d'ailleurs un grand prix à cette époque-là, je ne me rappelle pas lequel. François Soudan? Soudan, oui, bien sûr, on était au Méridien, c'est là où il avait débarqué. Et je l'ai chopé entre deux interviews qu'il allait faire et pendant sa pause, et je l'ai eu aussi. Ok. David Gakonzi? David Gakonzi, je n'ai pas eu la chance. Chaque fois, on se faisait des rendez-vous ratés. Ok. Et quelles sont les qualités d'un bon journaliste d'après toi? Humilité et simplicité. Et techniquement? Techniquement, objectif.
N'importe qui peut être journaliste. Ah, de nos temps, il me semble que c'est possible. Ouais. Je vois tout le monde aujourd'hui est journaliste, mais c'est pas n'importe qui. Il faut aimer, il faut apprendre. Le journalisme, c'est un métier d'équipe. On ne peut pas être journaliste et se dire que tu es, euh, tu es arrivé. On n'arrive jamais. On n'arrive jamais. J'aurais quelque chose à te demander comme conseil et vice-versa. Même chaque fois quand tu écris un papier ou un article, il faut le donner à ton collègue pour qu'il puisse le lire. Et s'il a fini de le lire, donne-le à un autre. Comme ça, tu es sûr au moins que vous êtes à trois, vous avez lu ça à trois. Mais si tu te dis que c'est toi-même qui dois faire, c'est dangereux, ça peut te créer des problèmes sur le plan professionnel. Il faut être objectif, humble et simple. Ouais. Et parlant du journalisme d'aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours professionnel comme on a eu la chance de l'avoir dans le temps? Parce qu'on a eu un journalisme professionnel, on a eu des journalistes professionnels, et des radios, des médias vraiment pros. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, hein, il y a un peu partout et tu écoutes la radio, tu trouves même pas une émission où tu es intéressé vraiment, à part la musique et le sport. Oui, il joue beaucoup de la musique, il parle beaucoup du sport, mais je dis en général parce qu'avant on parlait un peu de tout, de santé, de société, d'économie, de politique, des émissions d'enfants pour enfants, des émissions de cuisine, Oui, mais des émissions de jeux comme celui-là d'interscolaire, tu vois. c'est une question. Il faut des moyens. Il faut des moyens. La plupart de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs essaient de travailler à leur façon, je dirais de gagner leur vie en faisant ce métier qu'on appelle journaliste. Mais c'est un métier très délicat où aujourd'hui on voit que les gens, ils aiment, mais ils n'ont pas ces techniques de l'information. Ils n'ont pas ces techniques de l'information qui leur permettent de faire très bien son travail et de gagner sa vie. Aujourd'hui, on a l'impression que la balance penche plutôt gagner la vie que faire du professionnel. Bon, je ne sais pas, à cette époque-là, on était payé, on était bien payé, et on a bénéficié de beaucoup de formations dans le domaine, que ce soit au pays ou que ce soit à l'étranger. Aujourd'hui, nos jeunes frères penchent plutôt pour le pain quotidien, mais ne penchent pas pour le professionnalisme. C'est pourquoi, si je vous dis que le journalisme, c'est comme la médecine. On peut faire la médecine et être médecin généraliste, ou alors ne pas être généraliste, mais vous êtes gynécologue, vous êtes dentiste, ophtalmologue, dentiste. En journalisme, c'est comme ça. Quand vous avez déjà les bases du journalisme, vous faites le général. Maintenant, allez trouver le journaliste maintenant qui est spécialiste de l'économie. Trouvez maintenant un journaliste qui va présenter une émission pour enfants. Trouvez un journaliste qui va présenter un magazine de la femme. Alors tu ne peux pas faire un magazine de la femme et puis revenir nous parler d'une émission scientifique et puis le lendemain chanter les tontines pour enfants. Non mais attention,
là, vous êtes en train de tourner en rond. Et vous allez avoir du mal à vous confirmer dans un domaine. Mais aujourd'hui, quand il dit, mais tu dois être payé, mais tu dois faire ceci. Tu vas, je ne sais pas, au stade. Tu nous racontes ce qui s'est passé. Après, quand tu reviens au studio, fais-moi un papier sur la journée internationale de la femme. Mais ça ne va pas. Et quand tu as fini là-bas, maintenant tu vas couvrir, je ne sais pas, Le match au stade. match au stade ou un événement politique. Politique. Non. Alors quand est-ce que tu seras le meilleur dans un domaine bien donné? Alors ici on fait tout et en fin de compte on ne fait rien. Ou bien tu es un animateur, tu présentes, parce que l'animation aussi ça se prépare. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'amour du micro, Ou de l'argent, peut-être. ou de l'argent, ou un peu du succès. Parce que quand tu te dis que tu es déjà une star, là, c'est là où tu es fini. Ouais. On ne devient jamais star. On va te le dire que tu es une star. Mais si tu te mets en tête que tu en es une, c'est fini. Tu ne feras plus d'efforts. Alors tu ne peux pas débarquer devant Je un dois micro. souligner ce truc pour le dire aussi à nos jeunes gens qui nous suivent ici. Parce que, Les artistes, nos quoi, ils se prennent pour des stars alors que... non, normalement, Et c'est là où c'est on foutu. devient star et puis on vous le dit et on vous dit pourquoi. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il fallait être humble et simple. Parce que même une animation, ça se prépare. Ça se prépare. C'est pas le micro, la musique, et puis je veux bien, la radio doit vivre. Il ne faut pas me répéter MTN tout le temps. C'est de l'argent, je veux bien. C'est de l'argent. Mais cette page publicitaire aussi, il faut la meubler. Ouais. Ça ne fait pas partie Pour de que ta ça ait de production. sens et de... Ça ne fait pas quoi. partie de la de production. ton programme. Ouais. C'est une plage publicitaire qui a été payée, mais il faut la meubler autour de cette page publicitaire. Si tu lances une publicité et que cette publicité passe comme ça, et que je l'ai attrapée au milieu, je n'ai pas bien saisi le numéro de téléphone, et que cette maison te paye la radio, est-ce que tu ne peux pas faire un effort de me répéter le numéro de téléphone? Ça veut dire que même cette publicité, tu ne l'as pas écoutée. On t'a dit, il y a une publicité, ça c'est de l'argent, tu te tais d'abord, on met la pub. Est-ce que toi-même tu as écouté cette pub? Est-ce que cette pub coïncide avec ta tranche horaire que tu es en train de présenter? Est-ce que les publicités qui passent coïncident avec les tranches horaires où elles passent? Je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. C'est là où il faut faire attention. C'est vrai, il faut gagner de l'argent. C'est vrai, il faut vivre. Mais de là, maintenant, à oublier la déontologie même du métier, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. En fait, tu te détruis parce que toi, tu t'es dit que tu es arrivé, mais alors que tu es vraiment trop loin de la réalité du journalisme. Il y a des pubs qui ne cadrent pas avec ce que tu es en train de présenter. Il y a des pubs qui échappent aux gens que tu ne peux pas expliquer toi-même parce que tu n'as pas écouté. Le boss, il vient et te dit, mais allez, joue cette publicité-là. C'est notre grand client. Écoute cette publicité d'abord. Pour que après même au studio, quand tu vas rentrer, quelqu'un va te demander, dis, la pub qui est passée concernant ceci, cela, je n'ai pas bien saisi. Et tu ne vas pas lui dire, moi aussi, je ne sais pas. Alors que c'est passé dans ton émission. Ouais. Bon, c'est ça, l'humilité, la simplicité. Mais tu te dis, non, je dois appeler Arlette, ou je dois appeler telle, mettez la publicité parce que Arlette va intervenir dans l'émission. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le YouTube, est-ce que ça renforce ou ça affaiblit le métier surtout? Écoutez, moi,
Bien que aussi je connais un peu dans l'informatique, mais je suis de la vieille école. Ouais. Moi, je pense que ça gâte les gens. Ça les gâte. Tout est devenu soft. Ça gâte les gens. Tu sais que tu vas te réveiller. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu vas sur Wikipédia. Ouais. Ce que tu lis sur Wikipédia, est-ce que toi-même, tu as bien compris pour que tu m'expliques, moi, l'auditeur qui écoute la radio? C'est ça le problème. Est-ce que tu es en train de me dire, est-ce que toi-même, tu l'as compris? Je vais te donner un exemple. Un jour, je suis en train de superviser les journalistes dans une rédaction. Le matin, je leur dis, bon, celui-là va faire un reportage à tel endroit. Il nous ramène une interview d'1 minute 30. L'autre va faire un reportage à tel endroit. Il nous ramène 1 minute 30. Et le journal passe à 13 heures. On est à 7h30 du matin. On a fini la réunion de rédaction. Maintenant, il faut qu'au plus tard à midi, ça va? Ouais. Il faut qu'au plus tard à midi, vous soyez tous rentrés pour qu'on puisse faire le traitement des infos que vous avez ramenées. Tu vois? Ouais. À midi 30, certaines personnes sont là, d'autres ne sont pas là. Peut-être celle qui n'est pas là, c'est elle qui a la grande information du jour. C'est la personne clé. Voilà. C'est un reporter, par exemple, que tu as envoyé à l'hôtel Serena pour une couverture ou, je sais pas, une conférence internationale qui va avoir lieu. C'est la une, quoi. À 13 heures, il n'est pas là. Et le journal commence. Il arrive à 13h30, 14h, il dit non, il y a un problème de véhicule, tombé en panne, tout ça. Mais en fin de compte, tu sauras qu'il a fini de travailler et qu'il est resté pour bouffer. Est-ce que c'est professionnel? Non. Non. Les conférenciers vont manger, tu vas manger aussi. On t'a envoyé chercher un élément. Tu fais pas partie de ceux qui vont manger. Tu es au travail. Le journal, c'est à 13h. Ouais. La mise en boîte, ça se fait à midi 20, au midi 30. Ils vont à table, tu vas à table. Et puis, avec ta carte, je suis journaliste. Ouais. Tu passes partout, hein. Tu as accès. Donc, c'est pas normal. Ouais. Un autre, tu l'envoies, tu dis, bon, écoute, il y a eu un incident hier. Jean de Dieu, il semblerait que il a été attaqué par des gens, il doit être à l'hôpital, tout ça. Tu vas couvrir cet événement, cette information. Tu nous ramènes ça à midi 15. Tu téléphones, tu prends rendez-vous, tout ça, le téléphone est là, la communication paye. Tu ramènes une interview, tu veux faire le sensationnel. Quoi. Ouais. Hein? Dans ton papier, tu dis, bon, on a été tel, on a rencontré tel. Et il a eu un accident où il a été attaqué, il a été tabassé à mort. On l'écoute. Moi, je dis, mais comment est-ce qu'on va écouter un gars qui a été tabassé à mort? Lui, il est en train de parler. Pourquoi dans ta phrase là, dans ton chapeau, tu dis il a été tabassé à mort? Ouais, il a été tabassé à mort. C'est un cadavre qui te parle, quoi. Il dit non, je voulais que tu voulais que quoi? Sois simple. Et tu dis, il est journaliste. Voilà donc ce que je voulais te dire, c'est faire la différence et suivre la déontologie du journaliste, du journalisme, si tu veux. Et donner des mots simples. Un auditeur n'a pas besoin d'écouter des chiffres, d'écouter. Non, il ne vient pas t'écouter pour être fatigué. Il vient t'écouter pour être informé
et être reposé dans la tête. Si tu ne le fais pas, il va zapper ailleurs. Ouais. Sur toute la bande FM, il y a combien de stations de radio? Beaucoup. Beaucoup. Même si tu bouges la table, Ça bouge. tu vas sur Ça une autre zappe. station de radio. Ouais. Donc fais un effort pour garder cet auditeur à l'écoute de ce que tu fais. Ne sois pas plus intelligent que lui. Tu es en train de lui expliquer des choses qu'il sait. Dites ces choses-là simplement. Voilà, en général. Oui. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir la chance encore une fois de vous écouter à la radio? Je ne sais pas. Moi, il me manque ta voix. Alors tu vas m'engager. Si tu as une station de radio un jour. Ouais, pourquoi pas? Je te dis, ouais, parce que franchement, il y a des gens, quand j'ai une radio, une TV, ils sont là. Parce qu'ils sont capables, parce qu'ils sont pros, parce qu'ils sont... Ces derniers temps, j'ai remarqué que c'est un peu difficile. Aujourd'hui, le jeune qui a le microphone, là, qui s'amuse à combler l'antenne jusque, je ne sais pas. Tu vois, il y a des gens maintenant qui te font une émission de 4 heures. 4 heures. Généralement, ça n'existe pas. Ouais. Au bout de 2 heures, ce que tu vas raconter Je crois après, que c'est un moyen de réduire le personnel, et les coûts relatifs. voilà. Donc, Ouais. les patrons de groupes de presse aujourd'hui, ils préfèrent ces gens-là pour les payer juste un minimum et pour qu'ils puissent faire tourner la radio. La en radio, musique. ouais. Sinon, si tu vas chercher, tu dis, je vais chercher quelqu'un qui va produire une émission qui va être suivie et qui sera, même si tu veux, payé par des sponsors. Des sponsors, ouais. Ouais. Parce qu'il y a des sponsors qui payent des émissions. Il y en a bien Pour sûr, qu'il les apparaisse, MTN, les pour qu'il ait la RTL, visibilité. Bralibois, ouais. Alors, si une émission va être payée par une grande société, il faut un grand producteur qui produit cette émission et pas raconter n'importe quoi à la radio. Mais ces gens, les patrons de presse, ils trouvent que ces gens les coûtent cher. Autant prendre mon jeune frère, lui donner juste un peu et lui donner la chance de parler au micro. C'est ce qu'on appelle minimiser les coûts. Voilà. Ouais. Le petit, il raconte, il dit bonjour, je t'embrasse à la radio, à sa petite amie. Ouais, à maman qui est de l'autre côté. Maman qui est de l'autre côté, tu dédicaces cette chanson à ta copine. Donc, on a l'impression que le jeune homme s'adresse à un groupe bien donné. Très restreint. Il ne se rend pas compte qu'il est en train d'émettre sur tout le pays. Ouais. Alors celui-là, il coûte moins cher. Et c'est ce que préfèrent les patrons de presse. Les autres leur coûteraient plus cher. Alors ils ne savent pas qu'il leur fait gagner. Ça va affecter la qualité. Alors ils ne savent pas qu'il leur fait gagner aussi plus cher. Ouais. Et là, vraiment, je me demande vraiment. Mais le problème, c'est que les médias sont tenus ou sont créés par des gens qui ne sont pas des pros, mais plutôt des businessmen. Ils s'en foutent du métier, ils s'en foutent, je sais pas, du contenu. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Peu importe si la qualité est bonne ou mauvaise, parce que aussi longtemps qu'il a des publicités, qu'il a des sponsors, qu'il a des revenus qui entrent et largement supérieurs au coût, je crois que c'est ça le problème. Et le jeune se retrouve là. Dans ce cas-là, si tu es un bon businessman, confie la gestion de la boîte à un pro. Oui, c'est facile. C'est très facile. Parce qu'on ne peut pas faire tout. Hein. Alors sinon, explique-moi pourquoi aujourd'hui, on vous dit c'est pas un businessman qui va tenir une pharmacie. Une pharmacie est tenue par un pharmacien. Un pharmacien. Et pourtant, ces pharmaciens ne sont pas les propriétaires. Et si tu es un businessman et que tu as une pharmacie, tu veux créer une pharmacie, cette pharmacie sera gérée par un pharmacien. Ouais. Alors c'est la même chose dans le monde des médias.
Si tu es un businessman, confie ce business-là, qui est si spécial, à un professionnel des médias. Moi, je crois que c'est très simple. Mais peut-être qu'il s'imagine alors, ce professionnel, il va me coûter cher. Non, autant mettre les gens là. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent, mais à condition que La radio tourne. fonctionne. Moi, je vais chercher des publicités. Ouais. C'est comme ça. Où il les a déjà, il ne s'occupe pas de la qualité de... C'est comme ça. Alors, dites-nous, Jabo, pour n'importe quel domaine, pas seulement le journaliste, j'aimerais que tu nous donnes 5 règles de la réussite. Pour tout domaine confondu, pour un mécanicien, pour un joueur, pour un chanteur, pour un enseignant, pour n'importe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc en 5 points? 1, 2, 3, 4, 5. Tu me poses la question comme si moi-même j'avais réussi. Ouais, bien sûr. Tu ne peux pas être ici si tu n'as pas réussi dans la vie. Non, dans cette émission, ils viennent seulement des gens qui ont réussi. Vous avez beaucoup réussi. Non, écoute, je comprends votre humilité et votre simplicité, mais pour nous autres qui vous avions suivi tout ce temps-là, parce que tu vois, de Radio Vacances à aujourd'hui, c'est presque 30 ans. Ouais, parce qu'on vient de faire 26 ans au Rwanda. Et j'ai écouté Radio Vacances au moins comme 10 ans avant qu'on rentre. Ou 5 ans, je sais pas. Non, pas 5 ans, plus de 5 ans. Parce que j'ai commencé à écouter Radio Vacances avant 90. Donc ça fait 30 ans déjà. Tu vois, je t'ai suivi, j'ai suivi votre carrière. J'ai lu vos biographies un peu partout. Vous avez réussi, vous avez réussi. Alors là, vous êtes en position de donner des règles, des conseils à des gens qui veulent réussir comme vous. Ouais, parce que je reste convaincu que peu importe le domaine, si tu as un mentor qui te guide, qui te présente ou qui te prend le chemin à la main et te montre le chemin, ça devient plus facile. Ouais, alors, ouais, simple dans des phrases simples, pas des théories beaucoup, non. Juste... Non, je pense que pour réussir, d'abord, comme je l'avais dit, il faut être simple, Ouais, il faut être humble, ouais, il faut être honnête. honnête, ouais. Ça fait 4, Ça fait 3. ça fait 3. Ouais. Bon, il faut être honnête et objectif. Objectif. Ça fait 4. Ouais. En 5e point, pour moi, il faut avoir de la passion. La passion. Ouais. Simple que ça. Il faut avoir de la passion. Mais la passion, dans ce que j'appelle passion, il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition. Voilà. Ouais. Je crois. Ouais. Je crois parce que quand on est simple, qu'on est humble, généralement on est gentil. Ouais. Quand on est objectif et qu'on est honnête, on avance. Ouais. Quand on a de l'ambition, on cherche. On cherche. Tu vois, On quelque chose à perce viser, toujours, on perce, ouais, on on fonce. s'arrête pas. On fonce. Ouais. Quand tu as de la passion, tu dois avoir aussi de la compassion. Ouais. Pense aux autres. Ouais. Il ne faut pas que tout tourne autour de Autour toi. de toi. Pense aussi aux autres. À la communauté. Ouais. Parce Ah. que eux aussi ils pensent à toi. Pense à toi. Voilà ce que je peux te dire comme des Les points règles, qui me cinq semblent règles, essentiels Ouais, ouais. dans la vie. Merci beaucoup, Jabo Jamari, pour votre présence ici avec nous et votre inspiration. Et j'espère qu'il y a d'autres jeunes là qui veulent être comme vous, et qui veulent réussir comme vous et
qui vont s'inspirer de votre histoire, de vos conseils. Ouais, parce que vous nous avez ouvert votre cœur et vraiment, je vous remercie encore une fois. Et n'importe quand on aura besoin de vous, je crois que... Je suis à votre disposition. Ouais. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. C'était un grand plaisir d'avoir Jabo Jamari avec nous. Et nous vous disons ciao, ciao. Till we meet again. Bye bye. Ndorezi wacu murindashyikirwa ibigwi byanyu n'umurage wacu menya amateka mwana w'u Rwanda ye menya amateka mwana w'u Rwanda burya utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze